Alors aujourd'hui, on va plonger dans un univers poétique vraiment fascinant et avec des règles très précises, celui des cantigas de Amor au Portugal en plein Moyen Âge. C'est un monde où l'amour, il n'est pas fait pour être conquis, mais plutôt pour être chanté. Pour bien sentir l'ambiance, commençons par le cœur du réacteur de cette poésie. Une émotion brute, un désir qui fait mal. C'est vraiment ça qui infuse chaque vers. Le poète, il ne cherche pas la joie. Non, il exprime une souffrance, une sorte de mal d'amour profond et permanent. Et là, on arrive à la question centrale, la plus intéressante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que toute une culture développerait une forme d'art aussi sophistiquée juste pour célébrer un amour qui, par définition, ne peut pas aboutir ? C'est un peu un casse-tête, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour y répondre, il faut d'abord se replonger dans le contexte de l'époque. Parce que tout part d'un problème social, un vrai dilemme, qui va donner naissance à cette poésie si particulière. Ok, alors, plantons le décor. On est dans une société féodale, très hiérarchisée. Un homme, le troubadour, tombe follement amoureux d'une dame. Le problème, c'est que ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme de la haute noblesse, très puissante, souvent déjà mariée. Et donc, socialement, à des années-lumière de lui. Bref, leur union est juste impensable. C'est une impasse totale. Alors que faire de cette passion dévorante qui pourrait être socialement explosive ? Eh bien, la société médiévale a trouvé une sortie de secours assez géniale, l'art. La cantiga d'Amor, c'est devenu la soupape de sécurité, le moyen acceptable de gérer cette situation. Ce n'était pas vraiment une tentative de séduction, c'était plus comme un jeu, une performance avec un règlement très strict. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette forme d'art va reposer sur une idée assez radicale. L'inversion complète des rapports de force qu'on connaissait à l'époque. Pour bien comprendre, il faut faire un parallèle avec le système féodal. Dans ce système, un vassal jure fidélité et service à son suzerain, son seigneur. Eh bien, l'amour courtois, c'est exactement le même schéma, mais appliqué à l'amour. Sauf que, et c'est ça la révolution, les rôles sont complètement inversés. La dame devient le suzerain tout-puissant et le poète devient son humble vassal. Ce concept, il a même un nom. La vassalagem amorosa, qu'on pourrait traduire par vassalité amoureuse. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la cantiga d'Amor. Le poète se met entièrement au service de sa dame, il lui doit une obéissance et une loyauté absolue, exactement comme un chevalier le ferait pour son roi. Et le détail qui montre à quel point cette inversion est totale, c'est le mot utilisé par le poète pour s'adresser à sa dame. Il l'appelle « Seigneur », oui, « Seigneur », au masculin. Ce n'est pas du tout une erreur, c'est fait exprès. C'est pour marteler son autorité absolue, pour la placer tout en haut de la pyramide du pouvoir, même dans cette relation amoureuse. Bien sûr, cette vassalité amoureuse n'était pas anarchique. Loin de là. Elle suivait un code de conduite extrêmement strict qu'on appelle l'amour courtois. C'était le règlement du jeu. Ce code, il tenait en 3 grandes règles. D'abord, l'idéalisation. La dame est parfaite. Point. Elle n'a aucun défaut. Ensuite, la soumission. Le poète doit obéir au doigt et à l'œil. Et enfin, et c'est sans doute la règle la plus importante de toutes, le secret. Le secret doit être absolu. Et ce point est vraiment crucial. Dévoiler le nom de la dame, c'était la faute ultime, la transgression impardonnable. Il ne faut pas oublier qu'elle était de haut rang, souvent mariée. L'exposer publiquement aurait provoqué un scandale monstrueux, ça aurait ruiné sa réputation. Le secret, c'était donc vraiment la clé de voûte de tout cet édifice. Bon, alors si le poète ne peut jamais être avec sa dame, à quoi bon tout ça ? Quel est le but final du jeu ? C'est là qu'on touche à l'idée la plus étrange, la plus paradoxale de toute cette tradition. Le concept clé ici, c'est la quieta de amor, qu'on peut traduire par la douleur de l'amour. C'est cette souffrance permanente, ce désir jamais assouvi, qui est au centre du poème. Mais attention, ce n'est pas perçu comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est vu comme quelque chose de noble. C'est une preuve de la sincérité et de la valeur des sentiments du poète. Et voilà, on y est. C'est le point le plus important. Le but du jeu n'était pas d'arrêter de souffrir pour être enfin heureux. Non, la souffrance, c'était l'objectif. C'est en endurant cette quieta do amor que le poète prouvait sa valeur, sa noblesse d'âme, son dévouement. C'était une sorte d'élévation personnelle à travers la douleur. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on retient de ce jeu poétique médiéval si particulier ? Faisons un petit bilan des points essentiels. On a donc vu que les cantigas d'Amor, c'était une réponse artistique à un vrai problème social. Elle reposait sur une inversion assez folle du pouvoir, la vassalage amorosa. Le tout était encadré par les règles de l'amour courtois. Et surtout le but, ce n'était pas l'union heureuse, mais la coita d'amor, cette fameuse souffrance qui rend noble, dans le cadre d'un amour qui, par définition, devait rester imaginaire. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question en suspens. Cette idée qu'on entend encore parfois, que le grand amour, le vrai, ça doit forcément faire un peu mal. Est-ce que, au fond, elle ne prendrait pas racine ici, dans ces poèmes médiévaux où souffrir par amour était la plus grande des vertus ?
C'est une pensée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.